Un tout petit mot rapide sur les élections européennes, c'est le 26 mai, 26 mai. 26 mai, on a encore un petit peu de temps, donc ça va accélérer. On a tendance, je pense, je dirais, à définir les lobbies, à penser les lobbies comme des agissements occultes, corruption, des tournements, du mensonge, etc. Pas forcément, et clairement pas à l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, c'est une institution organisée telle que la présence des lobbies est partout, est évidente, et transparente même. Je reviendrai sur le registre de transparence, avec des choses qui sont complètement assumées et qui sont une réalité que qu'on connaît pas finalement beaucoup et qui est absolument incroyable quand on met le nez dedans, on se dit c'est pas possible. Un chiffre qui dit que voilà, c'est pas masqué, parce qu'il y a officiellement sur le registre déclaré 11 000 lobbyistes déclarés dans ce registre auprès de l'Union européenne présents. Sachant que, voilà, 11 000 personnes, sachant qu'on estime qu'on peut au moins doubler par rapport aux gens qui travaillent mais qui ne déclarent quand même pas et qui avaient ce qu'ils font parce que ça évite de déclarer trop de personnes. Donc peut-être 25 000 lobbyistes pour 751 députés européens. Pour tous ces lobbyistes, un certain nombre peuvent obtenir une habilitation au Parlement européen. Ça paraît assez hallucinant, mais c'est-à-dire qu'ils ont accès à tous les locaux du Parlement, ils sont dans les couloirs avec les parlementaires européens, ils ont accès à un certain nombre de salles pour faire des réunions, etc., au sein même de l'enceinte. Alors aujourd'hui, effectivement, on a 11 à 15 000 lobbyistes reconnus, 2500 lobbies thématiquement identifiés. Alors ça va sur tous les sujets. Par exemple, un des sujets aujourd'hui qui est en question au niveau du Parlement européen, c'est de reconnaître les églises comme des lobbyistes apparentés qui pourraient participer des débats en commission, parce qu'un lobbyiste, il est auditionné, il est reconnu, il a un statut, il a des bureaux et il a des moyens. C'est comme ça, être un lobbyiste reconnu, pouvant intervenir, par exemple, sur le droit ou non des femmes à disposer de leur corps, la reconnaissance de l'IVG, etc. C'est-à-dire, quand on dit les églises, c'est de ça dont il est question. Il n'y a pas que la question financière, il n'y a pas que la question du glyphosate. 25 000 personnes qui travaillent sur les lobbies, c'est énorme. Après, l'autre chiffre à comprendre, c'est qu'au niveau européen, c'est 80% de nos règlements et de nos lois qui sont pris dans cet espace qui s'appelle l'Union européenne. Et dans l'espace de l'Union européenne, à Bruxelles, vous avez une place qui s'appelle la place Schuman. D'un côté, vous avez la Commission européenne, de l'autre côté, vous avez le Conseil. Et de chaque côté, eh bien, vous avez immeuble, bureau par bureau, tous les lobbyistes qui sont installés. Et après, il y a une rue qui va jusqu'au Parlement européen, et de chaque côté, il y a les lobbyistes. Donc vous êtes sûr que vous ne risquez pas de les louper. Ensuite, autre exemple de ce que font les lobbies. Par exemple, vous êtes député européen, européenne, vous recevez un courrier de l'industrie pharmaceutique qui vous propose de vous rémunérer en échange de vos réponses sur un questionnaire. Ça s'appelle la corruption. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir des parlementaires? C'est pour être des lanceurs d'alerte à ce niveau-là, dénoncer le système tel qu'il fonctionne et qui est aujourd'hui une forteresse loin des yeux des citoyens. On ne dit pas qu'en nous élisant, vous allez changer les choses, et que demain matin, on pourra sortir directement des traités, même si on aimerait bien. Mais on vous dit, voilà, il faut de plus en plus de gens qui puissent alerter. Des corporations entières qui écrivent les rapports à la place des députés, qui les invitent à manger, qui en échange leur rédigent les amendements et font blocage, que ce soit au niveau de la Commission, que ce soit au niveau du Conseil et ensuite au niveau du Parlement, à tous les étages. Voilà. Tout ça, il faut pouvoir le mettre à jour. Le plus grand corrupteur, j'ai envie de dire, ce n'est pas simplement les lobbyistes qui sont à l'extérieur, c'est ceux qui sont au sein de la Commission. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le pantouflage, c'est un joli mot, pantouflage. La réalité, c'est que vous faites 5 ans à la Commission, puis après vous allez être payé par ceux qui vous ont donné les arguments, ce qu'on appelle les lobbyistes d'opinion, qui ne sont pas forcément sur une thématique, mais qui sont sur le libéralisme et la concurrence libre et non faussée. Qui explique que partout il faut déréguler, que partout il faut remettre en cause le droit du travail, que partout il faut ouvrir nos marchés, etc. Et partout.
La dernière directive sur la libéralisation des transports, ça s'est joué à 23 voix près. Il a manqué 23 voix au Parlement européen pour bloquer cette directive. Combien d'entre vous peuvent me citer 5 noms de parlementaires européens du mandat qui sort? Oui, non, mais c'est un problème. Ouais, c'est un des problèmes. Donc nous, c'est vrai, comme candidat, on ose dire, voilà, on ne passera pas tout le temps à Bruxelles parce qu'on veut pouvoir rendre des comptes devant les citoyens, expliquer ce qui s'y passe et qu'il faut faire ces allers-retours. Il ne faut pas simplement aller s'enfermer dans une forteresse en disant on a essayé de se battre tout seul avec une petite épée en carton-pâte, etc. C'est dénoncer, alerter. Donc voilà l'un des enjeux. Puis après, c'est un autre enjeu aussi au niveau national. C'est qu'à un moment donné, il faut dire à Macron ce qu'on pense de lui. Toute victoire électorale de Macron servira à faire reculer ce qui nous reste de droit. Donc il faut à un moment donné comprendre que l'élection européenne, c'est pas une fin en soi, loin s'en faut. C'est un outil d'expression politique dans un cadre aujourd'hui qui nous est imposé. Pour Bayer, c'est 3,3 millions d'euros. Dépensés tous les ans. Dépensés, déclarés officiellement comme dépenses auprès de l'Union européenne. Ils ont 13 salariés déclarés à plein temps, qui travaillent pour eux sur place, dont 8 qui ont un accès permanent au Parlement européen. Au niveau de l'énergie, j'ai quand même Engie, qui est le troisième, et EDF. Voilà, EDF, Areva, on voit des liens directs sur le nucléaire, qui dépensent tous les deux à peu près 2 millions d'euros. Et dans les premières, on va avoir des sociétés pétrolières et les nouvelles sociétés, voilà, qui sont les sociétés du numérique. Facebook est maintenant 19e, avec 2,5 millions d'euros. Et donc Google, combien de millions? Allez, 6, ouais, c'est pas mal, 6 millions d'euros. Ils préparent les lois en catimini, ils discutent en catimini. Le traité de Marrakech, eh bien, on avait entendu parler avant qu'il sorte? Non, personne. Les accords entre Merkel et Macron avec l'Allemagne, on en avait entendu parler avant qu'ils en parlent? Non, personne. Donc, où se trouve le contrôle permanent et continu de nos élus? Il faut savoir que la Commission, elle ne tombe pas non plus de Mars ou de Jupiter. C'est les gouvernements nationaux. Non mais, parce qu'à un moment donné, on a l'impression qu'en France, on dit c'est pas nous, c'est l'Europe. C'est pas nous, c'est quand même les commissaires européens, ils ont été nommés par le gouvernement et le président en place. Dans tous les pays, chacun choisit son commissaire ou ses commissaires. Donc ils ne viennent pas de nulle part. Et d'ailleurs, Pierre Moscovici ne vient pas de nulle part. Il a déjà sévi en France avant de sévir au niveau européen. Ensuite, quel est le pouvoir du Parlement? De voter contre et de bloquer. C'est le seul pouvoir qu'il a, mais il l'a. Avant, il ne l'avait pas. C'est un rapport de force qui se crée. Le problème du rapport de force, c'est quand tout le monde est d'accord avec le fait de déposséder les citoyens, ça ne gêne pas ceux qui sont ensemble. Alors, comment est-ce qu'il faut faire effectivement dans le rapport? Si on avait le pouvoir, on l'a dit, nous on est pour un contrôle et la capacité de révoquer les élus. Et les systèmes, ils ne sont pas inventés qu'au Venezuela, pour faire un peu d'humour. Aux États-Unis, ça existe. Sur les directives, oui, il y a des directives, mais vous savez, la réalité, c'est qu'on vous dit qu'il faut les appliquer ou qu'on ne peut pas faire, mais 80% des directives, il y a des exceptions. Telle directive sur la pêche qui est votée, c'est le Pays-Bas qui ne l'applique pas parce qu'il a décidé que ça ne l'intéressait pas. Les Anglais étaient les spécialistes de... etc. Donc nous, par contre, en France, on a toujours été un peu plus royaliste que le roi. Voilà. On va vous prendre un exemple sur les directives sur l'ouverture à la concurrence des transports, la SNCF, etc. La réalité, c'est que la directive ne vous impose pas la mise en concurrence. Elle vous impose la mise en concurrence si votre organisme public et entreprise publique et la SNCF décide d'aller concourir pour gagner des parts de marché en Allemagne, etc. Si elle avait dit « je ne veux pas les gagner des parts de marché ailleurs, je m'occupe de mon service public », on n'était pas obligé de soumettre le territoire français à la concurrence. C'est pour vous donner cet exemple, mais il y en a plein d'autres. Donc non, on n'est pas obligé. Et puis on peut dire on n'applique pas. Toute une série de pays n'appliquent pas les directives européennes. Les premiers qui vous expliquent qu'il faut appliquer les traités sont souvent ceux qui ne les appliquent pas pour eux-mêmes. Sur les règles financières, etc. Ils ne les utilisent que pour une chose. Imposer un modèle économique qui est toujours la mise en concurrence
des citoyens, des salariés et des sociétés. Mais quand c'est leur intérêt, hein, pour renflouer les banques, tout d'un coup on peut trouver de l'argent. Si c'est pour renflouer une entreprise rentable, on n'a pas d'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? On a cette casse sociale, environnementale. Et on a aussi une accumulation de fric dans ces entreprises. Quand on parle de lobby, de multinationales, il faut qu'on aille aussi sur comment elles font autant de profit, comment elles peuvent mettre des millions sur la table. Et on a tout un système en Europe lié aux institutions européennes qui permet d'avoir au sein même de l'Union ces dérives dans des paradis fiscaux au sein de l'Union européenne. Donc on soit d'accord là-dessus. Si je prends le CAC 40, le CAC 40 c'est à peu près, c'est 40 sociétés, les plus grosses françaises en bourse, qui ont à peu près 1500 filiales cumulées dans les paradis fiscaux. Quand on entend paradis, on pense aux Bermudes, on pense aux îles Caïmans, non. 75% de ces filiales sont dans ce qu'on appelle les paradis fiscaux européens. Par exemple, Google en France devrait payer tant d'impôts, mais comme ils ont déplacé leur siège social en Irlande, en France, ils sont condamnés entre guillemets à payer des millions, mais très peu par rapport le déplacement justifie le fait qu'ils payent les 3/4 en Irlande de la moitié de ce qu'ils devraient payer s'ils étaient en France, alors que la réalité de l'activité est en France. Aujourd'hui, je te dis, le seul outil qu'on peut avoir, c'est d'être majoritaire au Parlement européen et de voter contre. Après, j'ose te dire que c'est pas parce qu'on va être majoritaire en France qu'on va être majoritaire au Parlement européen. La délégation française, c'est 79 députés sur 751. Donc il faut être majoritaire dans plus de 10 pays, et pas n'importe lesquels, pour pouvoir être majoritaire et bloquer. Donc aujourd'hui, non, on ne va pas bloquer comme ça. Par contre, on peut effectivement faire en sorte que les votes ne soient pas aussi évidents que ça. Et on peut dénoncer le parcours de tel et tel commissaire. Alors nous, on voudrait siéger dans un groupe qui s'appelle Maintenant le Peuple, qui regroupe pour l'instant 4 pays officiellement. Oui, le Podemos, le Blocco et le nouveau parti italien dont j'ai oublié le nom. Merci beaucoup. Voilà. Et la France. Ensuite, on a des partenariats. On est en train de discuter avec le Sinn Féin et avec l'Alliance Rouge et Verte au Danemark. Moi, je vais quand même souvent sur l'axe envoyer des députés de combat au Parlement européen. On a mis le bazar à l'Assemblée nationale avec 17 députés, ce qui peut paraître assez réduit, et je pense que quand même on a fait un bruit pas possible, qu'on a obtenu des choses, qu'on a obtenu une reconnaissance, qu'on a donné de la force à la France insoumise, qu'on a donné des moyens de travail, des moyens financiers. Et puis après, plus on fera reculer la République en marche, plus on fera reculer les libéraux, voilà. Et qui pour le faire mieux que nous, que la France insoumise, voilà. Si on n'est pas, on est fâché mais pas facho, et on veut aller du côté progressiste, donc le vote va nécessairement se porter sur une force qui a du poids et qui aura des députés européens de la France insoumise et qui a prouvé qu'il y avait un intérêt d'être en opposition. Je vais le tourner comme ça. Avec la deuxième chose, c'est qu'on est avec des partenaires européens. Je vais prendre 3 exemples. La bataille sur le chlordécone, oui, on a besoin d'avoir plus d'élus pour pouvoir la mener, parce que ça peut, y compris, permettre de faire condamner la France. Ça, c'est aussi un des échelons qu'on oublie souvent. Le Parlement européen peut lancer des commissions d'enquête. Donc ça, c'est des éléments. Ensuite, à quoi ça sert de voter? Honnêtement, je ne vais pas vous dire, ça change tout. C'était tout le débat qu'on avait par rapport au traité. C'est toute la limite de l'élection. C'est l'élection, j'ai presque envie de dire, la plus impuissante par rapport à la question des traités. Voilà. Mais par contre, si vous pensez que, je le refais à nouveau, si on ne va pas voter, Macron va se servir de sa victoire pour finir de nous écraser et de nous laminer. C'est peut-être un élément, mais je peux vous assurer que lui, il n'aura aucune hésitation. Si à la sortie de l'élection, il est en tête ou il est deuxième en touche-touche avec le Front National, ils vont réduire le débat entre soi-disant populistes de droite et eux, et lui comme sauveur du système. Plus il reste en place, plus il crée les conditions qu'on se retrouve dans une situation à l'italienne.